Merci beaucoup de l'invitation. Et maintenant que vous avez eu une demi-heure ou une heure pour oublier que les villes étaient mortes, j'aurais peut-être pas dû vous le rappeler. Mais je vais essayer d'incorporer un peu ce concept, et puis j'ai pas eu le temps de faire mon search and replace pour remplacer ville intelligente avec urbanité intelligente, mais je le ferai la prochaine fois que Stéphane est dans la pièce. Je vais essayer de faire le lien entre ce concept-là, les concepts environnementaux, parce que dans le fond, c'est le thème de la conférence, et les notions de résilience urbaine, parce que ce sont souvent des concepts qui sont discutés dans des forums de façon un peu parallèle, et ce que je vais essayer de faire, c'est les joindre ensemble. Maintenant, moi, je suis consultant, je suis pas chercheur, donc j'ai le don de sursimplifier les choses, si vous appelez ça un don. Et donc, quand je parle d'environnement, je sursimplifie comme suit. Je dis il y a vraiment 3 types de problèmes. Il y a des problèmes qui sont liés à l'eau. Donc, la disponibilité, la non-disponibilité, c'est de l'eau potable, contaminée, quoi que ce soit. Il y a l'eau. Il y a les gaz à effet de serre, les changements climatiques, et il y a la production énergétique. Ce ne sont pas des domaines qui sont exclusifs. Et en fait, à l'intersection de ces domaines, on peut retrouver plusieurs points d'intérêt, notamment les transports qui se trouvent à peu près à l'intersection entre l'énergie, la consommation, l'utilisation d'énergie et les gaz à effet de serre, et les infrastructures en général qui se retrouvent au beau milieu de ces 3 domaines-là. Donc, vraiment, quand on parle d'environnement, de gestion environnementale, on peut retrouver un peu ces concepts-là de diverses façons. Alors, quand on parle d'environnement, on a tendance à montrer, et je le fais d'ailleurs très souvent, parce que je fais des présentations sur les changements climatiques à des gens qui en connaissent beaucoup moins que vous, heureusement. Mais alors, on a tendance à montrer des diapos comme celle-là. Alors, il y a de la glace, et puis ensuite, il n'y en a plus, parce que ça a tout fondu. Ou bien, il y a vraiment pas d'eau, il y a de la sécheresse, alors ça brûle, ça crame, ce qui n'est pas nécessairement bien. Ou bien, évidemment, il y a les questions des inondations. Et puis les inondations, on peut en avoir dans des pays plus pauvres, mais on peut en avoir dans des pays un peu plus riches ou dans des pays encore un peu plus riches ou dans des pays, les plus meilleurs pays du monde. Il peut même y avoir des inondations dans ces endroits-là. Et même à nos voisins du Sud ont même ce problème-là. Donc vraiment, il y a un impact. Et si vous voyez, il y a quand même une trame dans toutes ces photos-là, c'est qu'il y a une infrastructure urbaine qui est, je ne sais pas si elle est déficiente, mais elle n'était pas suffisante. Elle ne pouvait pas résister à ce changement qu'en fait, on a fini à imposer à la nature. Mais on revoit ces thèmes de l'eau, de l'infrastructure, des transports qui reviennent, des gaz à effet de serre, évidemment. Et ces choses-là, ces problèmes-là reviennent, on peut les voir de loin, mais c'est des problèmes qui nous affectent de très proche. Quand il n'y a pas trop d'eau, c'est parce qu'il n'y en a pas assez, ou encore moins. Et donc, les gaz à effet de serre, on les voit, il y a des notions de géopolitique qui rentrent là-dedans, évidemment. Il y a tout un impact sur la façon de gérer notre monde, notre politique qui sont là-dedans. Et donc, tout ça a un impact impressionnant sur l'environnement. Mais il ne faut pas se leurrer que la date, et je ne me souviens plus si c'était Stéphane qui avait mentionné 2007, mais le point tournant de l'urbanisation en 2007, qui est assez arbitraire, je vous l'accorde, où le 51e % de la population a finalement basculé vers l'urbanisme, on ne va pas dire vers les villes, parce qu'il n'y en a plus. Mais donc, c'est quand même un point tournant. Mais un point tournant parce que ces villes-là ont plusieurs problèmes. Et si on voit les problèmes qu'elles ont, et ça, c'est des photos, je suis sûr que vous voyez jamais ça à Québec, des conduites, du trafic et des pylônes écrasés. À Montréal, on a le bonheur d'avoir plusieurs exemples à pouvoir tirer sur le web pour l'illustrer. Donc, en voici quelques-uns de chez moi. Mais ce sont des zones d'intervention qui sont très adaptées à l'échelle urbaine. Alors, si on essaye de résoudre ces problèmes-là, ces problèmes d'eau, les problèmes de transport, les problèmes d'énergie à des échelles
planétaires ou à des échelles nationales ou supranationales, on a vraiment beaucoup de difficultés. Alors, il faut vraiment se ramener à une échelle qui est plus petite. Alors, l'importance de l'échelle urbaine, des villes, c'est parce qu'elles sont parfaitement adaptées à la gestion de ces problèmes-là, qui sont en passant les 3 domaines que j'avais illustrés un peu au départ pour parler de 3 domaines de l'environnement, c'est-à-dire l'eau, les gaz à effet de serre et l'énergie, la production énergétique. Et c'est de là que vient l'importance, si on veut, de la ville dans cette discussion. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un X, hein? C'est pas une erreur, elle est juste en bas. Que les villes sont vraiment au cœur de la résolution des problèmes environnementaux. Donc, je vais essayer de rattacher ces concepts-là de façon peut-être un peu plus uniforme en parlant d'espace urbain intelligent. Et qu'est-ce que c'est? Évidemment qu'une ville intelligente, ben, il y a probablement autant de définitions qu'il y a de personnes dans la salle ici ou même partout pour adresser ce problème-là. Donc, je vais peut-être pas essayer de répondre à la question de la ville intelligente, mais plutôt reprendre en fait la définition que Stéphane avait évoquée, celle de qu'est-ce que c'est que l'intelligence finalement. Et l'intelligence, c'est la capacité de pouvoir observer et de comprendre ce qui se passe autour de nous et de prévoir donc ce qui risque d'arriver le lendemain, le surlendemain, dans 1 an, dans 10 ans, et d'agir en conséquence. C'est ça l'intelligence. Et ça, c'est l'intelligence chez une personne et c'est l'intelligence finalement dans une ville. C'est à peu près la même chose. Les outils sont différents, les façons d'observer et d'agir sont peut-être un peu différentes, mais grosso modo, une ville intelligente, c'est une ville qui fait ces choses-là. Alors, je dis ça pour dire que si vous demandez à une personne son but dans la vie, c'est quoi, et que cette personne-là vous répond, ben moi, ce que je veux, c'est devenir intelligent, vous savez très bien que c'est pas une réponse. C'est pas une réponse parce qu'on ne sait pas ce que la personne veut faire avec son intelligence. Et c'est la même chose avec une ville. Si l'objectif d'une ville, c'est de devenir une ville intelligente, mais qu'on ne sait pas pourquoi, ben, vous n'avez pas la réponse au pourquoi de l'intelligence. Et c'est ça qui est très important, parce que si on n'a pas d'objectif en tête quand on devient intelligent, quand on veut devenir intelligent, dans le processus de devenir intelligent, ben, on va finir par passer peut-être sa vie à l'université sans jamais décrocher de diplôme en changeant de... Ou bien on devient une ville. On devient prof, oui, voilà. Ou bien, finalement, si on est une ville, ben on fait des projets, on continue à faire des projets intelligents, mais qui ne nous mènent pas nécessairement à une destinée qui est très, très claire. Donc, c'est important d'avoir cet objectif en tête. Alors, souvent, quand on parle de villes intelligentes, on commence à parler de transport et certainement ce volet-là est très important quand on parle d'environnement aussi, donc je parle. Ça, c'est une photo que vous avez peut-être sûrement vue, moi je l'ai utilisée souvent et je sais que je ne suis pas le seul, de Shanghai 1990 et je vous ai mis 2 points de repère. 1990, c'est quand même pas très longtemps, et les 2 mêmes points de repère en 2005. Maintenant, si vous retournez à Shanghai maintenant, ça a encore changé, hein, parce qu'il y a plusieurs de ces bâtisses-là qui avaient été mal faites, qui ont été défaites et refaites. Mais ça vous donne une idée, en fait, que c'est pas même la notion d'espace urbain, c'est le changement de l'espace, la croissance accélérée des villes qui a forcé justement la réflexion sur certains enjeux. Voilà les 2 endroits. Et notamment sur la façon de penser aux infrastructures. Et pour ceux qui ne veulent pas de péage, j'indiquerai seulement que ce n'est pas le péage qui ralentit le trafic, là, hein? Ce n'est pas la faute du péage si ça ne bouge pas. Mais le fait finalement que les infrastructures n'ont plus l'air à suffire à la tâche. Et quand les infrastructures ne suffisent plus à la tâche, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on en rajoute. Hein. C'est à peu près la méthode de la façon ou comment les gouvernements fonctionnent. Il n'y a pas assez d'infrastructures, on cherche un ruban, on construit une autoroute pour aller avec le ruban, on coupe le ruban et on avance. Donc, ça, en passant, je ne sais pas si vous reconnaissez... c'est pas ici à côté, mais en haut, là, c'est la rive sud, hein, parce que ça, c'est le pont Champlain, à la construction du pont Champlain. Vous voyez, il n'y avait pas grand-chose de l'autre côté. En fait, le pont Champlain, on l'avait construit là parce que c'est par là que les bateaux passaient, hein, pour aller à Montréal dans le temps. C'est très bien pensé, ces choses-là. Et là, vous voyez, de l'autre côté, on peut voir Montréal.
Et donc, on rajoute des infrastructures, mais à force de rajouter des infrastructures et d'essayer de régler le problème de la façon qu'on le fait avant, on se ramasse avec ce genre de problème qui n'est pas un Photoshop, mais ça, c'est un embouteillage qui a duré une dizaine de jours à Pékin, qui s'étalait sur à peu près 100 kilomètres. Et qui vous donne une idée, et c'est simplement pour illustrer que le fait de rajouter de l'infrastructure ne va pas nécessairement résoudre un problème. Alors, c'est pas simplement en changeant l'échelle, en rajoutant du stock qu'on règle le problème avec lequel on était pris au départ. Parce qu'en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est gérer des pointes. Alors, quand on a des pointes d'utilisation, que ce soit sur une route, un réseau téléphonique, un aqueduc, en fait, le problème qu'on a, c'est de gérer la pointe. Alors, on a tendance à avoir des problèmes à la pointe. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute un peu d'infrastructure pour accommoder les pointes. Et à ce moment-là, on n'a plus de problème. OK? La pointe s'en va. Éventuellement, les patterns d'utilisation vont peut-être changer, mais le problème aussi, c'est que rajouter toute cette infrastructure coûte très cher. C'est pas nécessairement la façon optimale de gérer. En fait, ce qu'on voudrait faire, c'est peut-être agir autrement, notamment en utilisant le réseau d'une façon qui est plus optimale. Alors, si on veut utiliser le réseau des transports de façon plus optimale, il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Alors, on peut prendre des voitures qui sont un peu plus petites. On peut en rentrer un peu plus, on peut en stationner un peu plus, elles peuvent rouler côte à côte dans les voies. Ça existe, des voitures comme ça, je sais pas, enfin, en hiver, je sais pas ce que ça donne, mais bon, ça peut pas être pire qu'une moto. Alors ça, c'est une façon d'optimiser, peut-être pas la meilleure. On peut, par contre, aller vers les voitures autonomes. Et les voitures autonomes, on peut en rentrer 2 fois plus sur un réseau routier, donc équivalent. Alors, si vous avez un pont avec une capacité de 10 000 voitures et que vous voulez, et que toutes ces voitures deviennent autonomes du jour au lendemain, elle aura une capacité de flux d'à peu près 20 000 voitures, à peu près, on pense. À peu près. Alors, maintenant, on est en train de construire des infrastructures pour les 50 prochaines années. On sait que d'ici 5, maximum 10 ans, les voitures vont se piloter à peu près d'elles-mêmes. Alors, est-ce qu'on a pris ça en compte? Je pense que poser la question, c'est d'y répondre. Mais tout ça pour dire que la vraie solution à l'engorgement du réseau de transport, en fait, et c'est évident, c'est plutôt un changement vers le transport en commun, parce que ça, c'est beaucoup plus efficace que même avoir une voiture intelligente. Alors, on peut parler de covoiturage, on peut parler de toutes sortes de choses, mais bon, métro, autobus, que ce soit des systèmes lourds ou légers, c'est vraiment... Mais pour y arriver, il faut changer les attitudes. Alors, on s'est rendu compte en faisant les simulations à Stockholm sur les investissements sur le réseau qu'on aurait beau investir 30 milliards de dollars sur des réseaux plus performants de transport en commun, sur plus de ponts, d'infrastructures, de ce que vous voulez, les problèmes de trafic et de congestion resteraient. Alors, donc, ce qu'ils ont dit, c'est qu'il ne faut pas juste travailler sur l'offre, il faut aussi travailler sur la demande. Ils ont rajouté un péage et, je ne sais pas si j'ai laissé la photo. Et du jour au lendemain, l'heure de pointe était à peu près disparue. Il y a des gens qui anticipaient un désastre au centre-ville. En fait, c'est plutôt l'opposé parce que les gens ont moins peur d'aller au centre-ville. Alors, tout ça pour dire que ça a eu un impact, je ne sais pas, baisse des gaz à effet de serre d'à peu près 15 à 20 qui est à peu près équivalent, en fait, à la baisse du nombre de voitures qui rentrent au centre-ville à l'heure de pointe. Donc, tout ça pour dire qu'on peut avoir un impact positif. Économiquement ou non. Vous savez peut-être que la SAAQ commence à suggérer l'installation de bidules pour suivre votre voiture. Je ne sais pas si Citizen va aller chercher ces informations-là pour les revendre, mais reste qu'il y a la possibilité de changer les tarifs d'assurance déjà au privé. Ils peuvent vous suivre si vous le désirez, puis vous donner des tarifs qui dépendent de votre façon de conduire. Et ça va peut-être venir à l'échelle gouvernementale, ce qui serait pas nécessairement surprenant parce qu'en Europe, on utilise déjà ce modèle-là pour taxer l'utilisation de la route. Alors, plutôt que de taxer l'utilisation d'un pont, on taxe l'utilisation de la route selon la route que vous utilisez, l'heure que vous l'utilisez, etc., le genre de véhicule. Alors, tout ça, c'est pour le transport, mais il y a une même logique qui s'applique dans le domaine de l'eau et on peut penser à l'instrumentation des cours d'eau. Alors, on le fait déjà sur la rivière Hudson qui est pas très loin
d'ici, en allant vers New York. On l'instrumente en partie parce qu'elle est très contaminée et il y a un débat entre des gens qui pensent qu'on devrait draguer le fond de la rivière pour retirer les contaminants ou au contraire la laisser tranquille parce que dès qu'on va draguer le fond de la rivière, on va remuer toutes sortes de trucs un peu dégueulasses qu'on préfère laisser dormir dans le fond de la rivière. Et en passant, c'est une rivière qui, dans le temps, était assez industrialisée, tant que ça qu'il y avait une usine qui faisait la peinture de pièces de voitures et on pouvait savoir de quelle couleur les pièces étaient peintes cette journée-là en regardant la couleur de la rivière. Donc, c'est une rivière qui est certainement agréable à voir, mais je n'irai pas boire de l'eau directement de là. Et c'est l'eau, en passant, qui va alimenter la ville de New York. Alors, l'idée, donc, c'est d'instrumenter cette rivière pour comprendre son comportement et ensuite juger de l'intervention environnementale, c'est-à-dire que doit-on faire pour régler le problème de contamination? Est-ce qu'on devrait laisser tranquille, draguer à certains endroits ou non? Il y a à peu près la même chose qui se fait au lac George, qui est un peu plus haut dans l'État de New York. Alors, ça va devenir un lac intelligent. Donc, on va aller chercher toutes sortes d'informations, encore une fois, pour essayer de comprendre le comportement du lac et de pouvoir essayer d'empêcher ou de reculer même dans le temps et de baisser les niveaux de contamination et surtout de comprendre quelles sont les actions urbaines de développement ou agricoles qui ont un impact et à quel moment. Dans le sud de l'Ontario, il y a une simulation qui se fait le long de la rivière Grand, qui est une des rivières qui va se déverser dans le lac Erie, qui, vous savez, est dans un processus de re-eutrification. En tout cas, le lac est en train de crever, si vous voulez, parce qu'il y a trop d'algues. Et il y a une contribution, donc, des phosphates agricoles qui génère, si vous voulez, ce problème-là. Donc, pour essayer de voir d'où le problème vient, c'est important de comprendre quels sont les cours d'eau et à quel moment et quelles sont les méthodes agricoles qui ont tendance à générer ce problème-là. Si vous voyez un peu la même idée, mais c'est en milieu marin, donc c'est dans une baie à côté de l'Irlande, où on fait à peu près le même genre d'analyse, mais en milieu marin. Quelle est la température, la hauteur des vagues? Si on installe une génératrice à vagues, il va y avoir un impact sur les milieux marins. Quel sera-t-il? Donc, on peut faire toutes sortes de simulations à ce moment-là pour essayer de comprendre les impacts qu'on pourrait avoir. Bon, je vais aller quand même assez vite ici. Il y a des endroits où on installe des couvercles d'égout qui sont intelligents, qui mesurent un peu ce qui se passe en dessous du couvercle d'égout parce que dans cette ville qui est South Bend, en Indiana, il y a un problème parce qu'il y a une grande affluence à certains moments, notamment les parties des Fighting Irish de Notre-Dame, où il y a beaucoup de gens en ville, et il y a d'autres moments, notamment l'été, où il y a très peu de gens qui sont présents. Et donc, il y a un impact sur le réseau d'aqueducs qui n'arrive pas à gérer, encore une fois, les points. Donc, d'avoir des couvercles d'égout instrumentés permet aux gens de la ville d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe en dessous. Et si on prend toutes ces informations-là, donc des données météo très précises, une bonne connaissance du réseau de gestion des eaux pluviales, de l'humidité des sols, alors quand un ouragan approche de New York, on peut avoir une meilleure prévision sur quel sera l'impact, par exemple, quels seront les endroits qui seront inondés, vers quelle heure, devrait-on commander des évacuations, oui ou non. Donc, c'est le genre, si vous voulez, de projet que ça donne. Aux Pays-Bas, le problème est un peu différent. Eux, dans le passé, l'idée, c'était de contrôler l'eau pour empêcher les inondations. Donc, il y avait des projets quand même assez importants d'infrastructures physiques pour permettre cette gestion-là. Mais ils se sont rendus compte que finalement, cette gestion physique n'était pas suffisante. On avait besoin d'aller un peu plus loin en amont, de comprendre ce qui se passait dans tous les cours d'eau du pays. Donc, quelle est l'utilisation aux fins agricoles? Il y a toutes sortes de questions de logistique autour du port, par exemple, qui n'étaient pas nécessairement gérées par l'infrastructure actuelle. Il y a même des digues qui ont été créées et instrumentées simplement pour comprendre, et détruites, simplement pour comprendre comment elles fonctionnaient, pour pouvoir prévoir l'impact donc des inondations sur... et pour eux, c'est pas du gamification, hein? Ça, c'est une question de survie pour eux. Donc, il y a plusieurs centaines de projets. Donc, l'idée de pouvoir recueillir toutes ces données
Il faut évidemment être capable de les visualiser. Il y a toutes sortes de façons de le faire, que ce soit de la cartographie en 2 dimensions, en 3 dimensions, mais l'important dans tout ça, c'est de permettre aux gens de collaborer sur un même bassin de données. Et par tout le monde, on veut dire aussi les citoyens qui peuvent aussi contribuer des données, mais ça, on en a parlé beaucoup un peu plus tôt. Alors, je conclus la section sur l'eau en disant, en passant, les risques qui sont liés à l'eau sont les risques les plus importants qui font face à l'humanité en ce moment. Et ça, je pense que vous êtes peut-être d'accord avec moi. Si vous ne l'êtes pas, il y a des gens qui sont mieux payés que moi qui pourraient essayer de vous convaincre. Mais c'est plus grave que les guerres, c'est plus grave même que notre capacité d'adaptation au changement climatique. Donc, tout ce qui est à l'eau reste très grave. Alors, cette question d'adaptation et de résistance ou de résilience, elle est très importante. Elle n'est pas nécessairement inclue dans les notions d'intelligence. C'est très possible d'être intelligent, par exemple, et de faire quelque chose de très durable. Alors, je fais de la production lean, alors je réduis la logistique, les inventaires au minimum. C'est pas nécessairement résilient parce que dès qu'il y a un choc, que ce soit un choc météo, il y a une usine qui se fait inonder, alors je perds toute ma production, donc il y a une résilience qui disparaît. La ville perd une source d'approvisionnement peut-être importante. Par contre, si je ne fais que doubler les infrastructures pour avoir de la redondance, bien là, ça, c'est pas nécessairement efficace non plus. Donc, il faut trouver des moyens d'être à la fois résilient et efficace. Alors, ça peut vouloir dire être intelligent et durable. Et ça, évidemment, on y pense, encore une fois, à cause des changements climatiques, de l'impact sur nos infrastructures. Je ne sais pas si vous voyez le tarmac qui est en train de fondre en dessous de l'avion. Ça, c'était à Washington il y a 2 ou 3 ans. Mais ce n'est pas limité à ça. Il y a aussi l'impact des éruptions volcaniques. Je ne sais pas si vous avez vu les photos du Chili cette semaine. C'est quand même assez impressionnant. Il y a, par exemple, la crise d'Ebola en Afrique, qui a eu des impacts très importants. Des accidents de rail, pas très loin d'ici, un accident nucléaire, qui est le résultat d'un choc externe, évidemment, mais il fallait peut-être pas mettre la génératrice dans le sous-sol non plus. Et la gestion des déchets. Donc, il y a vraiment dans tout ça la notion, au fur et à mesure que ces événements se multiplient, il y en a de plus en plus d'année en année, si vous suivez la carte, et on est en train de concentrer toutes les populations dans les villes. Donc, on se ramasse avec une concentration des risques. Alors, il y a plus de risques et on met les gens là, justement, où il y a le plus de risques. Ils sont dans des villes. Alors, des 10 plus grandes villes, il y en a 7 qui sont vraiment dans la zone de danger pour l'augmentation du niveau des océans, dû au changement climatique. Et il y a plusieurs de ces villes, en plus, qui sont sur des failles sismiques. Alors, il y a vraiment peut-être un manque de planification. Alors, quand on parle de résilience, souvent on parle à la gestion de crise. Alors, est-ce que l'hélicoptère est arrivé avec le président-premier ministre assez rapidement pour démontrer sa compassion aux gens sur place? Mais vraiment, la résilience, c'est pas ça du tout. C'est quelque chose qui se planifie longtemps à l'avance, sur des décennies, qui a à voir avec la planification des espaces urbains et de ce qui se passe autour de l'espace urbain des villes. Et évidemment, la récupération qui se fait sur plusieurs décennies après. Et pour vous donner une idée de l'ampleur, donc, des changements sur quelques décennies, si vous regardez Ocean Drive en Floride, 1926, si vous avez une idée de quoi ça a l'air maintenant, ça ressemble à ça. Alors, on n'a peut-être pas le don de construire nos villes aux endroits qui sont peut-être les plus sécuritaires en termes de résilience, et il va y avoir le moins de problèmes à gérer. Alors, il y a peut-être les économistes et les assureurs qui vont pouvoir nous sauver en nous disant ce que ça va coûter, tout ça, et peut-être même Citizen qui va le faire pour nous. Mais reste qu'il faut y avoir une appréciation quand même du risque au niveau personnel. Et si vous demandez aux gens qui ont été affectés par l'ouragan Sandy à New York, ils n'ont toujours aucune idée quelle est la chance d'avoir un autre ouragan dans les 5 à 10 ans qui suivent. Ils ne le savent pas et ils habitent dans une zone qui a été frappée. C'est quand même assez incroyable. Alors, l'acceptation du risque et la gestion du risque au niveau personnel, c'est peut-être pas quelque chose qui est très évident. Mais je vais donc fermer en disant, il y a 2 histoires. Je vais vous raconter 2 anecdotes.
La première, c'est à propos de l'hiver 1788 en France. Alors, donc, l'hiver 1788 en France était un hiver absolument, absolument froid. Alors, bon, nous, on dirait quand même c'était froid, mais là-bas, le sol a gelé jusqu'à presque 1 mètre de profondeur. Tous les aliments qui étaient gardés pour l'hiver ont gelé, étaient inutilisables. Il y a des embâcles qui ont démoli à peu près toutes les infrastructures, les ponts. On ne pouvait plus se rendre aux villes. Alors, en fait, on ne pouvait plus amener de bois de chauffage aux villes, ce qui voulait dire que les gens avaient encore plus froid parce qu'ils ne pouvaient pas se réchauffer. On n'arrivait même pas à enterrer les corps. Alors, les corps se ramassaient dans les églises pendant l'hiver pour se faire enterrer au printemps. Et ça a été vraiment un hiver très, très, très dur. Non, pourquoi je vous parle de l'hiver 1788 en France? Bien, pas pour l'hiver 1788, mais pour ce qui est arrivé après. Parce qu'après un hiver horrible comme ça, et une récolte horrible, et un printemps de famine et des mauvaises récoltes l'été suivant, que pensez-vous qui est arrivé? Bien, les gens n'étaient pas très contents. Et ils ont changé de régime. Alors, ce n'était peut-être pas la seule influence, mais c'était quand même une influence quand même assez importante. Alors, la résilience, donc, est importante. On peut essayer d'utiliser des technologies pour régler toutes sortes de problèmes. Mais par contre, même si on rajoute toutes sortes de senseurs et si on rajoute toutes sortes de détecteurs et qu'on va chercher toutes les données du monde pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe et de créer des modèles de compréhension des événements qui sont beaucoup plus fins que ce qu'on a maintenant et qu'on modélise les villes de façon extrêmement sophistiquée. On peut aller créer des cartes d'inondation, on peut créer des modèles de changement climatique et tout ça, sachant évidemment que tous ces modèles-là sont faux. Hein? On essaye seulement d'apprendre de l'utilisation de ces modèles. On se ramasse quand même avec ce dernier problème. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est en 2003 qu'il y a eu une grande canicule en Europe en général. En France en particulier, à Paris, ça a été terrible. Hein? Alors, les médecins étaient en vacances. En fait, la plupart des gens étaient en vacances, sauf ceux, évidemment, qui ne pouvaient pas se payer des vacances, qui restaient dans leurs appartements à Paris, qui étaient souvent des gens plus démunis, des fois plus âgés, qui n'avaient pas nécessairement de lien avec d'autres personnes, dont des cercles sociaux quand même pas très stables. Et cet été-là, donc, en Europe, il y a eu 70 000 décès dus à la canicule. En France, 15 000. OK? C'est quand même assez important. Je porte votre attention sur le fait qu'il y avait un panneau dans la ville. C'est peut-être une ville intelligente à ce moment-là, mais ce n'est pas nécessairement résiliente. Alors, il y a vraiment, vraiment une déconnexion à ce moment, entre ces deux concepts-là qu'il faut comprendre. Alors, ça, c'est Paris en 2003. Alors, Paris en 1910. Paris en 1910 a vécu une crue absolument incroyable. Hein? La Seine a monté de 6 mètres. OK? 6 mètres. C'est énorme. Alors, la ville était complètement submergée. Les infrastructures ne fonctionnaient plus. Il fallait se promener à l'intérieur des villes en bateau. C'était vraiment la galère, comme on dirait là-bas, littéralement. Et pourtant, aucun décès. Aucun décès. C'est la même ville, avec à peu près 100 ans d'écart, avec des désastres qui ne sont peut-être pas les mêmes, mais pourtant, il y a une capacité de résilience qui semble nous avoir échappé d'une façon ou d'une autre. Et peut-être pour illuminer ce petit problème-là ou essayer de comprendre le pourquoi, on peut regarder la canicule de Chicago en 2005. Et donc, en 2005, cette canicule a tué à peu près 739 personnes. Bon, c'est pas pour faire des comparaisons, mais c'est simplement pour vous dire qu'il y a deux quartiers qui sont très proches. Il y a Englewood et Auburn qui sont très proches, qui ont des caractéristiques démographiques, économiques à peu près les mêmes. C'est des quartiers pauvres, majoritairement noirs. Et pourtant, dans un de ces quartiers, le taux de décès, c'est à Auburn, le taux de décès était de 3 personnes par 100 000, alors qu'à Englewood, il était de 33 personnes par 100 000. Et la raison principale de cette différence des taux de décès était due aux différences de tissu social.
Donc, le tissu social d'Englewood s'était effrité. Il y avait beaucoup de gens qui avaient quitté. Les familles n'étaient plus nécessairement aux environs. Donc, ces gens-là avaient perdu une cohésion sociale, alors qu'à Auburn, elle existait encore. Alors, donc, ces questions de résilience, vraiment, retournent beaucoup et reflètent vraiment la notion de communauté qui devient très importante. Et c'est le pourquoi, alors je posais la question au début, pourquoi une ville intelligente? Le pourquoi, c'est peut-être la résilience, mais c'est surtout l'esprit de communauté. C'est pour ça qu'on veut de l'intelligence dans une ville, pour la durabilité aussi peut-être. Et donc, la communauté est importante et c'est pour ça qu'on le fait. C'est pour ça qu'on a toutes ces initiatives, mais c'est aussi peut-être le comment. C'est le moyen d'y arriver. Donc, on a des villes qui sont plus intelligentes, plus durables, plus résilientes grâce aux communautés qui y habitent. Je vous remercie.